Ma conviction est que l'universitaire doit rester universitaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'abord à l'université. Telle est ma conviction. Et si jamais il arrive qu'il s'exprime à un autre niveau, il faut qu'il soit universitaire là-bas aussi. Oui. Pour moi, c'est absolument important. Il ne sert à rien d'aller à un niveau un peu plus élevé pour reprendre les mêmes arguments développés par tout le monde, c'est-à-dire des arguments qui pourraient être développés par monsieur tout le monde. Oui. Il faudrait qu'en allant là où on va, que l'on se distingue non seulement par la qualité de l'argumentation, la qualité du travail produit et la capacité d'innovation. Mais est-ce que ceux qui cooptent les universitaires sont disposés à entendre le raisonnement scientifique? Parfois, ils veulent aussi entendre ce qui leur fait plaisir, non? Et du coup, les universitaires cèdent à cette tentation-là de plaire. Oui, c'est évident. Mais il appartient aussi à l'université, grâce justement à sa science, de convaincre. Ce n'est pas facile, j'en conviens, mais il est important de dire la vérité scientifique. Parce que c'est celle-là qui demeure. La vérité politique est contingente. La vérité sociale est souvent fausse. Mais la vérité scientifique est éternelle. Alors, avant donc l'indépendance du Cameroun sous administration française, le Cameroun vit une espèce de statut transitoire qui est celui de l'autonomie. Alors, l'autonomie, expliquez-nous ça, de quoi s'agit-il l'autonomie? Le régime de l'autonomie. Oui, le régime de l'autonomie, c'est un régime de semi-souveraineté. Cela signifie un régime intermédiaire qui précède la souveraineté. Ça veut dire que l'État du Cameroun a déjà des mécanismes d'un État, parce que c'est justement pendant l'autonomie que le territoire du Cameroun français est devenu État par le biais du décret du 16 avril 1957. Il acquiert ainsi une nationalité. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, je veux dire, c'est un État qui fonctionne sous la tutelle encore de la France, parce que la France, la tutelle demeure, celle qui avait été instaurée par l'accord de tutelle du 13 décembre 1946. Donc cet accord de tutelle demeure. Donc c'est encore un État sous tutelle, parce que sa souveraineté internationale est exercée par la France. En clair, l'autonomie interne, c'est le régime qui permet au Cameroun, à l'État du Cameroun, de s'occuper lui-même, sous le contrôle de la France, du haut-commissaire en particulier, de ses affaires, mais de ne pas s'occuper, et qui ne lui permet pas de s'occuper du côté international, de la souveraineté internationale. Voilà à peu près ce qu'on appelle l'autonomie, et l'on sait que cette autonomie a connu deux phases. Il y a eu l'autonomie interne simple, qui avait été mise en place par le décret du 16 avril 1957, d'une part, et l'autonomie interne élargie, qu'on appelle encore l'autonomie, la pleine autonomie, qui avait été mise en place par l'ordonnance du 30 décembre 1958. Et la période d'autonomie élargie était une période de rapatriement des compétences. Parce que pendant l'autonomie interne, le haut-commissaire, le représentant de la France au Cameroun exerçait encore de nombreuses compétences. Et pendant l'autonomie interne, ces compétences sont progressivement restituées aux autorités camerounaises. Voilà. Alors, dans la marche vers l'indépendance du Cameroun, il y a les Nations Unies qui jouent un rôle très important. Alors, en quoi a consisté la session de l'ONU qui s'est tenue, je crois, en mars 1959? Oui, je pense que le Cameroun est l'un des fils de l'ONU. Et s'il y a une institution à l'égard de laquelle nous devrions observer le plus grand respect, c'est l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui nous a fabriqué. L'État du Cameroun est une fabrication de l'ONU. Évidemment, on n'oublie pas l'apport des nationalistes camerounais. Mais ceux-ci n'auraient pu rien faire si l'ONU n'avait pas été à l'avant-garde du combat contre le colonialisme. Et par rapport à la question
que vous posez. La session de mars 58. La session de mars 58. De mars 59 qui a lieu en fait du 13 février 59 au 14 mars 59. C'est une session pendant pratiquement un mois. Pendant un mois, 2 jours comme de nuit, l'Assemblée générale des Nations unies s'est penchée sur le problème camerounais. Et pendant cette session, il était question de discuter des problèmes du Cameroun et évidemment de les régler de manière à accélérer le processus d'accession du Cameroun français et britannique à la souveraineté. Seulement, pendant cette session, le problème anglophone, je veux dire la partie anglophone, avait posé des difficultés qui avaient obligé l'ONU à différer son cas pour s'occuper principalement du cas du Cameroun français. Et à l'occasion de cette session camerounaise, l'on sait que 2 thèses, 2 camps s'affrontaient. D'une part, le camp de l'UPC, qui était soutenu par l'Égypte, le Ghana, l'URSS, l'Albanie, et le cas, j'allais dire, et le camp de Amadou Ahidjo, Premier ministre du gouvernement du 18 février 58, comme on aimait bien l'appeler ainsi, et le gouvernement, soutenu par la France et les amis de la France. Les deux camps se sont affrontés, j'allais dire, sous l'arbitrage de l'ONU. Alors, vous saluez le rôle joué par l'ONU dans l'indépendance, dans le processus d'indépendance du Cameroun. Pourtant, les nationalistes de l'UPC se sont un peu sentis lâchés par l'ONU. Non, ils ont fait des tombereaux de pétitions aux Nations Unies qui n'ont pas donné grand-chose. Il serait exagéré de dire qu'elles n'ont pas donné grand-chose. Oui. Parce que les pétitions, en particulier de l'UPC, ont, j'allais dire, toujours été prises en compte dans le cadre de l'ONU. Mais seulement, il y avait un rapport de force. Peut-être faut-il d'abord rappeler les positions défendues par les uns et les autres. Oumniobé et l'UPC avaient une thèse bien claire. D'abord, réunification des 2 Camerouns et ensuite indépendance. Organisation des élections générales avant l'indépendance. C'était des thèses ces thèses étaient combattues par Amadou Ahidjo, appuyé par la France. Appuyé par la France. Mais quels étaient les ressorts profonds de ces thèses? L'UPC savait quel était le parti politique le mieux implanté. L'UPC s'inspirait aussi de la position de l'ONU à l'égard du Togo qui était quasiment dans la même situation que nous. Et surtout des textes. Lorsqu'on regardait bien l'article 76, alinéa B de la Charte des Nations Unies, cet article disait qu'il fallait, l'indépendance devait être accordée après la libre expression des populations concernées. Et l'UPC s'est senti un peu lâché, pour reprendre votre mot, parce que sa thèse n'avait pas été retenue, celle de l'organisation préalable d'élection générale. Mais il faut le dire, les statuts, la charte des Nations Unies prévoyait la libre expression des populations concernées, c'est-à-dire le référendum. Mais le référendum était-il encore pertinent dans le contexte du Cameroun? C'est là le problème. D'abord, il s'avère que la date de l'indépendance, ou plutôt l'indépendance du Cameroun, avait été en fait déjà annoncée. La situation était donc différente de celle du Togo. Elle était annoncée d'abord par Amadou Ahidjo, immédiatement après son investiture en tant que Premier ministre, le 18 février 58. Lors de sa première allocution à l'Assemblée législative, il avance la date du 1er janvier comme date de l'indépendance. L'Assemblée législative vote même une résolution demandant à la France et aux Nations Unies d'accorder l'indépendance au Cameroun. À partir de là, la question de l'indépendance n'était plus véritablement discutée. Le principe de l'accession à l'indépendance n'était plus discuté. Et par conséquent, l'ONU considérait
que l'organisation d'un référendum, encore pour un problème déjà réglé, était devenu inutile. Et c'est ainsi que la question de l'organisation des élections générales oui, a glissé pour devenir l'organisation des élections législatives. Et à partir de là, nous n'étions plus dans le problème, dans l'application de la charte des Nations Unies. Nous étions dans une question de politique intérieure. oui. Et l'ONU était toujours très prudente quand il s'agissait des questions de politique intérieure. D'où son silence peut-être quand on a interdit, quand l'administration française a interdit l'UPC qui est immédiatement entré en clandestinité. Oui, en 1955, 55, lorsque l'UPC est interdite, hein, le problème, on n'est pas déjà à la session camerounaise, Non, non. parce que c'est en 1959. 59, oui. D'accord. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais seulement, lorsque l'UPC est interdite, l'ONU, il faut peut-être préciser ce qu'étaient les pouvoirs de l'ONU. L'ONU était l'organisation qui assurait la tutelle, mais avait donné mandat, j'allais dire délégation de pouvoir à la France pour assurer cette tutelle sur le Cameroun au nom de l'ONU. L'accompagner à son indépendance. L'accompagner à son indépendance et sous le contrôle de l'ONU. Ça veut dire que techniquement, l'ONU ne pouvait intervenir au Cameroun que par le biais de la France. Or, la France n'était pas très favorable aux thèses défendues par l'UPC. L'UPC, au départ. Oui. On verra que par la suite, elle changera, justement sous la pression de l'ONU. Et des autres acteurs internationaux. Alors vous le disiez tout à l'heure, Amadou Ahidjo devient donc Premier ministre en 58. Il prend la place de André-Marie Mbida, le tout premier Premier ministre camerounais qui n'aura pas mis beaucoup de temps là. Et dans un de vos écrits, vous parlez d'un coup d'État de Amadou Ahidjo. Oui. Il y a coup d'État effectivement à mon sens, oui, au sens juridique du terme. Oui. Parce que là, le coup d'État est fait par l'ordonnance du 1er janvier 1960. Oui. Le jour de la proclamation de l'indépendance, Amadou Ahidjo prend une ordonnance dans laquelle il précise, d'abord c'est assez bizarre qu'un Premier ministre prenne une ordonnance. Dans le domaine du droit, c'est quand même un peu particulier, mais là encore, on peut lui accorder le bénéfice du doute, puisque la loi du 31 octobre 59 lui donnait, en tant que Premier ministre du gouvernement investi, comme on disait le 18 février 58, la possibilité de prendre des ordonnances pour la mise en place des institutions du nouvel État. On peut donc peut-être fermer l'œil là-dessus. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette ordonnance prévoit qu'à compter de sa signature, ordonnance signée par lui, bien sûr, prise par lui seul, qui précise que le Premier ministre devient chef de l'État et chef du pouvoir exécutif. Au point que le Cameroun est devenu l'un des États, peut-être l'un des rares États au monde, à avoir connu un Premier ministre chef de l'État. Pourquoi le faisait-il? Parce qu'en fait, il occupait une position, la position de Premier ministre. Et le 1er janvier 60, avec l'accession à l'indépendance, le Cameroun était devenu un État. Et il a pensé qu'il lui fallait absolument à notre pays un président. Et comme c'était lui le Premier ministre, il a occupé le fauteuil. Voilà. Alors l'indépendance du Cameroun est donc du Cameroun sous administration française est acquise. Le prochain chantier est celui de la réunification du Cameroun nouvellement indépendant et de l'autre Cameroun, le Cameroun méridional. C'est donc ce chantier-là, d'où les plébiscites qui vont être organisés. Il y a d'abord un premier en 59. Le 7 novembre 59. Bon, il y a d'abord un premier en 59, avant même l'indépendance. Alors celui de 59, c'était quoi le but? On a l'impression que l'administration britannique voulait absolument récupérer ou alors renvoyer une partie du territoire camerounais au Nigeria. D'où ce plébiscite de 59.
Oui, pour bien comprendre le plébiscite du 7 novembre 59, il faut savoir que le Cameroun britannique avait été lui-même divisé par la constitution Littleton en 1954. Il y avait donc en fait deux Cameroun britanniques. Le Cameroun septentrional, comme on avait appelé en anglais, on parlait de Northern Cameroun, et le Cameroun méridional qui était le Southern Cameroun. Alors, ce Cameroun-là, le Cameroun septentrional, était beaucoup plus attaché au Nigeria que l'autre partie. Par conséquent, lorsque se pose la question de l'indépendance, l'ONU envoie au Cameroun septentrional une mission de visite. C'est comme cela que ça s'appelait, selon le thème technique, pour dire quelle est la situation exacte. Au retour de cette mission, le rapport de cette mission affirmait l'idée selon laquelle tout le Cameroun septentrional était favorable au rattachement au Nigeria. Mais cette thèse avait été discutée et comme un accord où elle n'avait pas convaincu tout le monde, l'ONU décide donc d'organiser un plébiscite pour le Cameroun septentrional seulement, à l'exception du Cameroun méridional. Et ce plébiscite a donné des résultats spectaculaires qui ont démenti le rapport de la mission de visite. Pourquoi? Parce qu'au terme de ces résultats, il y avait 113 000 votants. Et la question était simple, et la question était double. Voulez-vous être indépendant en vous rattachant au Nigeria, ou voulez-vous que ce problème de rattachement au Nigeria soit remis à plus tard? Voilà les deux questions qui étaient posées. Et ils ont choisi la deuxième option. 40 000 ont choisi le rattachement au Nigeria sur les 113 000 et 70 000 environ ont choisi de repousser le dossier, le problème à plus tard. Ce qui évidemment allait en contradiction claire avec les rapports de la mission de visite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ONU va décider d'organiser un autre plébiscite les 11 et 12 février 61. Voilà justement, le deuxième plébiscite les 11 et 12 février 1961, et cette fois il y a également deux questions adressées aux Camerounais aux deux parties anglophones, aux deux parties du Cameroun britannique, le Northern Cameroun et le Southern. Parce que dans le premier, c'était uniquement pour le Cameroun septentrional, pour le Northern Cameroun. Alors là, il y a eu un plébiscite commun, avec des questions identiques. Et les deux questions étaient les suivantes. Voulez-vous être indépendant en vous rattachant au Nigeria, ou voulez-vous être indépendant en vous rattachant à la République du Cameroun? Les résultats avaient été également là aussi spectaculaires, parce que dans la partie septentrionale, c'est-à-dire dans le Northern Cameroun, les résultats étaient les suivants. Il y avait 245 000 qui avaient voté pour le rattachement au Nigeria et 97 000 qui avaient voté pour le rattachement à la République du Cameroun, c'est-à-dire à l'ancien Cameroun français. Et dans le Cameroun méridional, il y avait eu 333 000 votants en faveur du Cameroun, du rattachement au Cameroun, et 97 000 pour le rattachement au Nigeria. Ainsi perçu, si les résultats avaient été donnés globalement, les deux Camerouns, septentrional et méridional, auraient été rattachés à la République du Cameroun. Alors, et c'est pour cela que les résultats ont été contestés par Amadou Ahidjo et même par un certain nombre de leaders anglophones, Foncha, Calais et tous les autres. Tout à fait. Et Ahidjo va donc pour cela constituer une mission diplomatique chargée de sillonner les capitales occidentales afin d'expliquer
que les résultats, en particulier au Cameroun septentrional, avaient été quelque peu faussés par l'administration britannique. C'était ça. Et il engage dans une mission diplomatique qui va sillonner toutes les capitales. Il va d'ailleurs faire un discours le 31 mai. Le 31 mai, tout à fait. Où il va considérer la date du 1er juin comme une date, comme un jour de deuil national. De deuil national. Il parle de fraude. Et tout ça. Oui. Alors, est-ce qu'en dehors de ce discours d'Amadou Ahidjo, il y a eu un acte formel en direction des Nations Unies pour contester les résultats? Oui, il y a eu cet acte non seulement à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais de manière encore plus significative devant la Cour internationale de justice. Et c'est d'ailleurs cette affaire qui est déjà célèbre aujourd'hui et que l'on connaît sous le nom de affaire du Cameroun septentrional. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Amadou Ahidjo engage donc un procès devant la Cour internationale de justice contre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce qui est amusant, c'est que il demande que la Cour internationale de justice fasse une déclaration selon laquelle la Grande-Bretagne aurait faussé les résultats au Cameroun septentrional. Alors la Cour internationale de justice lui dit non. Notre fonction n'est pas de faire des déclarations. Notre rôle, c'est trancher les litiges. Et pour qu'il y ait litige, il faut qu'il y ait un différend. Et le différend suppose que vous ayez un intérêt. Quel est l'intérêt du Cameroun dans ce procès? Et je dis, non, moi, je veux juste qu'on déclare que la Grande-Bretagne a triché. Pour parler de manière un peu triviale. Et alors, la Cour internationale lui dit non, ce n'est pas mon rôle. Et la Cour internationale décide d'ailleurs dans une formule qui est elle aussi devenue célèbre en disant c'est une affaire moute, c'est-à-dire une affaire sans objet. Alors, est-ce que les Nations Unies ont joué franc jeu dans le plébiscite des 11 et 12 février 1961. Je pose la question parce que les questions soumises à référendum, il y en avait deux, mais on aurait pu envisager une troisième option. C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez une indépendance séparée, c'est-à-dire leur autonomie propre. Aujourd'hui, on parlerait de sécession. Or, cette question n'a pas été envisagée lors du plébiscite. Absolument. L'article 76 de la Charte des Nations Unies était clair. Il y avait des options. Soit l'autonomie, soit l'indépendance séparée, soit alors le rattachement ou l'association avec la métropole. Et les questions qui avaient été posées n'avaient pas fait cas d'une quelconque possibilité pour les Camerouns britanniques d'accéder à une indépendance séparée. Mais pourquoi en était-il ainsi? C'est parce que l'ONU était convaincue que la création d'un État formé uniquement du Cameroun méridional et du Cameroun septentrional n'aurait pas abouti à une entité étatique viable. Pourquoi? Ben, pour de multiples raisons. Ces raisons étaient géographiques, ces raisons étaient économiques, ces raisons étaient surtout politiques. Parce que, évidemment, derrière, il y avait la Grande-Bretagne. N'oublions pas, ne l'oublions jamais. En fait, la Grande-Bretagne avait toujours boudé ce Cameroun britannique. D'abord parce que elle n'avait pu obtenir que 44 000 km² sur les 750 000 que l'Allemagne avait laissés. En plus, elle avait toujours voulu avoir la ville de Douala et le port de Douala, ce qui lui avait été refusé. À partir de là, d'où son obsession à vouloir rattacher ce Cameroun au Nigeria. C'était plus facile. Et surtout en application de la règle de l'indirect rule. Cela faisait en sorte qu'en fait, la partie septentrionale était beaucoup, et même la partie méridionale dans une certaine mesure, était beaucoup plus dirigée par les chefs traditionnels nigériens. Alors, il n'empêche quand même, Magloire Ndoa, qu'avant le plébiscite des 11 et 12 février 1961, il y a eu une réunion à Manfé
en présence d'un certain nombre de dignitaires anglophones, Foncha, Ndele, et en présence d'un certain nombre de FON qui envisageaient effectivement la possibilité de demander une sécession, d'être un État autonome. Et je voudrais citer par exemple le FON de Bafout qui dit, et je le cite, « Pour moi, le Cameroun français est le feu et le Nigeria l'eau. Je suis pour la sécession sans unification. » On peut dire qu'il y avait quand même une frange partie d'anglophones qui voulaient un État autonome. Oui, mais vous savez, c'est toujours facile de le dire. Oui. Mais la parole du FON est la parole d'un individu. Il y a eu des élections, je voudrais bien le souligner. Oui. Et j'ai donné les statistiques tout à l'heure, je vais dire les chiffres. Au Cameroun méridional, 330 000 personnes ont voté pour le rattachement au Cameroun français. Évidemment, on ne demande pas l'unanimité, personne n'a dit. Peut-être qu'ils avaient le choix, ils n'avaient que deux options, c'est-à-dire choisir soit le Cameroun ou le Nigeria, ils ont préféré le Cameroun. S'il y avait une troisième option, peut-être que... On n'est même pas sûr. Oui. N'oublions pas qu'il y avait également le problème du plébiscite au Cameroun septentrional, où de manière claire, ils avaient voté pour dire on renvoie ça, ils ont voté en touche, comme on dit. Alors 70 000 personnes sur les 113 000 concernés qui ont voté en touche. Donc le point de vue du FON est tout à fait respectable. Oui. Mais malheureusement en matière politique, parce qu'on est là en politique, Oui. la décision appartient à la majorité. Oui. Et personne ne doute qu'il y avait à l'époque des autonomistes, si on peut les appeler ainsi, c'est-à-dire ceux qui préféraient une indépendance séparée. C'est clair, il en existait. Comme il en existait aussi qui étaient favorables au rattachement au Nigeria. Mais on prenait la majorité et l'ONU n'avait pas d'autres critères lui permettant de prendre la décision. Évidemment, et je suis d'accord avec vous, il y a quand même un problème. On aurait pu proposer cette solution. Mais imaginez un peu. Il faut également trouver des circonstances atténuantes à l'ONU. Oui. Le Cameroun méridional, il représentait 800 000 personnes. 800 000 personnes. Et si vous ajoutiez à peu près l'équivalent du Cameroun septentrional, ça faisait 1 600 000 personnes. Alors, est-ce qu'on peut dire, tout dit. Est-ce qu'on peut dire au moins à partir de ces éléments-là que c'est de là que partent ce qu'on peut appeler aujourd'hui le problème anglophone? On peut dire oui et non. Oui. Oui, parce que forcément, beaucoup peuvent considérer qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder au statut d'État séparé. Oui. Et donc se sentent à l'étroit ou préféreraient cet État séparé. Mais en même temps, non. Non pour la simple raison que c'est un choix. Il y a un choix qui est fait par des populations et qui décident de dire nous sommes au Cameroun, nous sommes avec le Cameroun. Il est important de savoir que lors du plébiscite de 59, lors du plébiscite de 61, les cas d'abstention n'étaient pas nombreux. Ah oui. Parce qu'on aurait pu imaginer que les populations des deux Camerouns, insatisfaites d'avoir une option, l'option de l'État, d'un État séparé, ne se prononcent pas. Oui. Or, ce n'était pas le cas. Oui. Alors, entre autres arguments qui avaient été évoqués effectivement par Ahidjo et puis Foncha et tous les autres pour contester le résultat des élections dans le Cameroun septentrional, du plébiscite dans le Cameroun septentrional, c'était le fait que les citoyens de cette partie du Cameroun, du Northern Cameroun, avaient été énormément sollicités. Pendant cette période-là, il fallait participer aux élections générales au Nigeria. Il y a eu pas mal de scrutins qui, les autorités camerounaises, Ahidjo estimaient que c'était trop pour ces seules populations-là de participer à autant d'élections et que cela a pu fausser leur choix. Oui, mais ce n'était pas le plus brillant des arguments avancés par Amadou Ahidjo. Il faut bien se le dire. Ce n'était pas le plus brillant parce que Ahidjo avait une aversion particulière pour les élections. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'organise pas lui-même un référendum pour le Cameroun français. Oui. On aurait pu également concevoir
qu'il demande aux Camerounais, voulez-vous accueillir vos frères, mais il ne l'a jamais fait. Oui. Il a considéré qu'il était d'accord pour cela et que par conséquent, le Cameroun était d'accord. Oui. Il y avait une sorte de personnification du pouvoir qui était assez forte chez Amadou Ahidjo, qui faisait en sorte qu'en fait, il ne recourait au peuple que vraiment lorsque cela l'arrangeait et surtout lorsque il ne pouvait pas faire autrement. Ça, c'est également important. Mais je voudrais bien qu'on m'explique, Bruno Tagné, en quoi la multiplicité, la multiplication des scrutins était un problème ou alors pouvait contribuer à fausser un résultat. Je ne vois pas très bien la relation. Alors, après donc ces plébiscites et puis le rattachement du Southern Cameroun au Cameroun français devenu indépendant le 1er janvier 1960, Ahidjo va maintenant, avec ses partenaires anglophones, mettre en place les bases de l'État fédéral, d'où la conférence de Fumban. Je vous propose qu'on en parle tout à l'heure, professeur, le temps de prendre cette petite pause. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, le professeur Magloire Ondoa, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Donc, après donc ces plébiscites, Amadou Ahidjo et les anglophones vont mettre en place les bases de l'État fédéral, d'où la conférence constitutionnelle de Fumban du 17 au 21 juillet 1961. Oui. Alors, quand on parle de conférence constitutionnelle, je vous ai vu faire une petite grimace. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec cette oui, appellation-là. absolument. Personne n'a dit qu'il s'agissait d'une conférence constitutionnelle. Mais on a discuté écoutez, la on va y revenir. Tout à fait. Oui. Mais je voudrais d'abord préciser que les résultats du référendum de 61 sont consignés dans un document, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'on appelle la résolution 1608-15 du 21 avril 1961. Et c'est cette résolution qui demande aux autorités des deux États, Cameroun méridional d'une part, République du Cameroun d'autre part, de urgemment, le mot urgent est utilisé, d'engager des pourparlers afin de réaliser le vœu des populations du Cameroun méridional, parce que c'était un vœu assez fort. Cette précision était importante. Maintenant, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence de Fumban. Je vais vous dire que ce n'était pas la dénomination officielle de cette rencontre. Ahidjo a prononcé, c'était une création de la presse, l'agence camerounaise de presse, ACAP, à l'époque, qui appelle cela conférence constitutionnelle. Tous les responsables politiques qui parlaient de ce texte, et en particulier Amadou Ahidjo parlait de réunions, de dialogues, de rencontres, mais jamais de conférences. Ahidjo va d'ailleurs prononcer le mot conférence, l'expression conférence constitutionnelle, à la fin de la réunion, dans son discours de clôture, c'était le 21 juillet de 1961. Absolument. Cela est important parce que pour le constitutionnaliste que je suis, ça n'était pas une conférence constitutionnelle. Mais si on discutait de la Constitution... Ce n'est pas parce qu'on discute de la Constitution qu'il y a conférence constitutionnelle. D'ailleurs, le terme de conférence constitutionnelle n'est pas un terme consacré en droit. On parle d'assemblée constituante, on parle de comité constitutionnel, on parle de convention. Rien de tout cela n'avait été évoqué. Plus encore, en laissant même l'argument ou l'idée de cette dénomination, aucun texte ne l'organisait.
ni une loi, ni un décret, ni rien. C'est le conseil, c'est lors du conseil ministériel de 3 jours ou 4 jours auparavant que Amadou Ahidjo annonce qu'il y a une rencontre à laquelle il va participer autour du roi Seydou de Fumban avec la délégation anglophone. Ça, c'est absolument important. Absolument important, c'est même fondamental. Et qu'est-ce que l'on constate? D'abord, ce n'est pas organisé. C'est une réunion informelle. Au plan du droit, on ne peut pas démontrer le contraire. C'est une réunion informelle au cours de laquelle, et j'allais même dire une réunion informelle parmi d'autres. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la réunion de Manfé, c'est vrai, ils s'étaient déjà rencontrés, Amadou Ahidjo, John Goufoncha, Emmanuel Ndele, Ngom Joa, Tandin Mouna, ils s'étaient rencontrés à Fumban, et je vais dire à Manfé, ils se sont rencontrés à Boya plusieurs fois, ils se sont rencontrés à Yaoundé plusieurs fois, Foncha et Amadou Ahidjo se sont rencontrés de nombreuses fois et toujours autour